Bon, eh ben, bonsoir à tous et bienvenue à la Cité du Vin. Donc, après avoir accueilli successivement Aubert de Vilaine et Michel Rolland, nous avons l'immense honneur d'accueillir dans le cadre des grands entretiens de la Cité du Vin une très grande figure du vignoble bordelais, Alexandre de Lursalus. Alexandre de Lursalus, vous le savez, appartient à une très ancienne famille noble d'Aquitaine, implantée dans le Sauternais depuis le XVIIe siècle. Il a dirigé de 1968 à 2004 le très prestigieux château d'Yquem et est l'un des fervents défenseurs du vin de Sauterne, comme nous d'ailleurs. Mais son parcours révèle bien des surprises puisqu'il a cumulé les métiers, tour à tour à la tête de groupements forestiers, d'une aspergeraie, d'une forge et même élu municipal. Enfin, je pense que vous en saurez plus à la fin de cet entretien. Donc, je remercie Nicolas Drabaudy, écrivain, critique gastronomique, journaliste à Paris Match, chroniqueur au Figaro, collaborateur à France Soir, au Guy Dubert et j'en passe, d'avoir accepté de mener cet entretien. La rencontre sera suivie de questions du public et d'une séquence de dédicaces du livre d'Alexandre de Lursalus qui est sorti il y a quelques mois, d'Yquem à Fargues, l'excellence du vin, l'histoire d'une famille, en partenariat avec la librairie de la Comédie. Ça se passe juste dans le hall à la sortie de cet entretien. Vous pouvez noter dès maintenant notre prochain invité, Pierre-Emmanuel Tétinger, qui sera parmi nous le 30 janvier prochain. Et puis au mois de mars, Pierre Arditi, qui est aussi un grand amateur de vin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis un journaliste de vin. Je travaille à la Revue du Vin de France et pour Michel Béthane et Thierry Dessauve. Et dans ma vie, évidemment, j'ai eu l'occasion et l'immense joie de croiser, de rencontrer Alexandre de Lursalus, un des plus grands propriétaire mythique du Sauternais, un grand défenseur du vin de Sauterne. Et j'ai un peu collaboré à son livre que Antoine Gallimard a publié, un très beau livre, qui est l'histoire de sa vie, l'excellence d'un vin, comme dit la couverture, et l'histoire d'une famille. Donc, si vous voulez, je vais interviewer, je vais dialoguer avec Alexandre pour que vous puissiez entrevoir et savoir un peu plus de choses sur ce qu'est le Sauterne aujourd'hui, le château d'Yquem qu'Alexandre a dirigé pendant 3 décennies, et en 2004, il s'est replié sur le château de Fargues, 15 hectares, tout près d'Yquem, qui est le frère jumeau d'Yquem, disons, et il a entrepris le même travail de qualité, de recherche de la qualité, de recherche des beaux paysages. Un grand vin, c'est dans un grand lieu. Pourquoi ce château fort est si beau qu'il est en train de restaurer. Donc je pense que nous avons en face de vous un des grands propriétaires français qui a donné sa vie à 2 des plus grands vins du monde, Yquem et Fargues, qui sont très proches du point de vue du goût, du style et de l'émotion. Voilà. Alexandre, vous avez été gestionnaire d'Yquem jusqu'en 2004. C'est ça. Le château de Fargues est dans votre famille depuis 1472. Tout est ancien dans la famille des Lursalus. Tout remonte au début de l'histoire du vin, disons-le. Pourriez-vous présenter Yquem et Fargues à nos amis? D'abord, je les remercie d'être là, de me donner leur curiosité, en quelque sorte. Nous allons essayer d'expliquer. C'est une longue histoire, on vient de le dire. Yquem est arrivé après Fargues, donc Fargues c'est 1472, mais dans mon ordre chronologique, dans ma vie en quelque sorte, Yquem est premier. Alors, la propriété représente presque 200 hectares, pas tout à fait. Il y a quelques forêts et la vigne, c'est ma mémoire qui fonctionne puisque je ne suis plus à Yquem depuis plus de 10 ans, plus de 12 ans. Il y a 130 hectares de vignes dans lesquels il y a toujours un roulement. Il y a toujours des vignes arrachées parce que tous les
tous les ans, on arrachait, enfin, je pense que c'est toujours la même chose, c'est toujours mon équipe qui opère, et donc on arrachait traditionnellement 2 hectares, 3 hectares. Et donc on arrache, on repose le sol, on repart, et c'est le premier soin, en quelque sorte, qu'on donne, c'est un soin qui est donné au sol. Yquem, c'est une propriété qui, à mon époque, a commencé par 80 000 bouteilles par an. Une moyenne, c'est une moyenne. Il faut toujours parler en moyenne, sinon on est un peu effaré en Sauternais. Parce que la première règle, ma première règle dont j'ai hérité de mon oncle, c'était un chiffre que que j'évoque dans mon livre comme d'une clé, une clé magique. Il m'avait dit, tu ne peux compter sur qu'il pleuve ou qu'il vente, Yquem donne toujours à peu près 80 000 bouteilles par an. Ça veut dire que certaines années, il y a rien, parce qu'on ne peut pas faire de l'Yquem tous les ans. Il y a trop de risques qui se concrétisent, et donc on ne peut pas faire de l'Yquem chaque année. Et il y a à peu près presque une année qui manque sur 10. Et donc, avec ce chiffre, je pensais être à l'abri, et d'ailleurs, c'est ce qui a été vérifié, des mauvais sorts. Ça a été les années 71, 72. 71 était petite, 72 n'était pas signable, donc j'ai accepté, un peu les yeux bandés, que Méliès me dise, Méliès était le régisseur de l'époque, et pardon, je n'y suis pas. Donc le millésime 72 n'existe pas. Le suivant, 73, est très petit, très exigu. Et le 74, c'était la pire catastrophe qui puisse arriver, puisqu'il y avait une crise violente à Bordeaux, une crise des vins de Bordeaux. Et donc, j'ai pu vendre 4 caisses d'Yquem de ce vin dont les visiteurs me disaient « Mais votre vin, il est prévendu ?» Alors, je dis « Oui, oui, bien sûr. » C'était une crise violente. Et arrivé là, je me suis demandé si la clé fonctionnait encore. Alors, donc, il faudrait vous parler de l'histoire du Sauterne, mais je pense que vous me ferez une autre question. C'est-à-dire que, Alexandre, quand il n'y a pas de vin, c'est parce qu'il n'y a pas de botrytis. Hein. C'est ça que vous devez dire. Voilà. Hein. Alors, le botrytis, c'est tout un chapitre que j'hésitais à évoquer dès le départ. En fait, l'histoire du Sauternais, c'est une histoire qui se promène sur, en tout cas, 3 siècles. En 76, voire les livres de Stéphanie Lachaud, en 76, on a commencé à avoir d'une part des propriétés organisées, non pas des domaines où on fait des céréales, du lait, des œufs, un peu de tout, de l'agriculture vivrière. On avait, dans certains domaines plus organisés, on avait déjà dépassé cet objectif, ce qui supposait une production de vin notable et ce qui supposait une notion du marché. Et si on est en contact avec le marché, évidemment, on l'écoute, on se dit quel est le vin qui va trouver un intérêt, une curiosité, un désir. Et dans cette région du Langonnet, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le fait est que de tout temps jamais, on a produit une majorité de vins blancs. En l'occurrence, on a su comprendre que les Hollandais étaient intéressés, et probablement les Anglais, par des vins, je n'appellerai pas liquoreux, mais doux au moins. Et donc, on a commencé à faire ce que j'appelle des vins de vendange tardive, parce que le seul truc, c'était d'attendre, de repousser les vendanges autant que possible, ce qui donnait lieu d'ailleurs à des conflits. Le seigneur d'Yquem était en problème avec un métayer ou un fermier, le fermier voulant qu'on vendange parce qu'il avait peur de perdre la vendange.
et le seigneur d'Yquem lui disant « Mais non, 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 il faut attendre parce que ça sera meilleur et on trouvera plus facilement à vendre. » Alors, de ce départ, on a probablement vécu 2 siècles, et c'est à la fin du XVIIIe, en tout cas, que j'imagine, on imagine toutes sortes de choses ici avec des vidéos prodigieuses. J'imagine mon ancêtre de l'époque, Françoise Joséphine, auquel je rends hommage dans mon livre, avec son régisseur qui s'appelait Garros, je crois même qu'il s'appelait Roland, et la discussion portait sur le succès de certaines barriques, qui avaient un prodigieux succès. On venait sur les coudes et sur les genoux pour obtenir une de ces barriques, mais c'était une sur une infinité de barriques. Et donc, l'enjeu, c'était de dire, le reste, c'est bien sûr, on vend le vin, on le vend à des gens qui ne veulent pas offrir un prix aussi faramineux que ceux qui viennent de loin pour obtenir cette barrique. La même histoire a pratiquement colle avec Egon Müller, la famille Müller. Il y a quelque chose de ça qui se produit dans d'autres régions. En somme, la découverte par des gens, par des amateurs raffinés qui veulent absolument ce type de vin. Cette réussite éclatante, c'est exceptionnel, ça peut porter sur un millésime. En l'occurrence, ça a porté sur, en quelque sorte, un type de vin. C'est ce qu'on conçoit maintenant. Et donc, la réponse de Garros, c'était de dire, écoutez, c'est très simple, mais alors c'est tellement onéreux que j'ose à peine vous le dire. Il faut envoyer les vendangeurs, attendre et essayer de sélectionner les raisins pourris. Et ça va être beaucoup plus coûteux en termes de vendangeurs, et ça va être un désastre au terme de quantité. Parce que la quantité implique une sélection, et sélection, ça veut dire élimination. Et donc, à Yquem et les châteaux voisins qui sont tous célèbres, il y a une espèce de couronne autour d'Yquem de premier cru et de second cru. Et bien entendu, il y avait une complicité, comme ça existe encore, entre les propriétaires et entre le personnel. Le maître de chai, les maîtres de chai se connaissent entre eux, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris ce parti qui est un peu fou, puisque, encore une fois, le travail est important pour avoir un rendement. Donc, c'est tout à fait anti-économique. Alors, est-ce que j'ai suffisamment parlé d'Yquem ? Oui, bien sûr. Vous pouvez dire que, en fait, Fargues, c'est le jumeau. Sauf qu'il y a moins de vignobles. Fargues est resté à la traîne parce que, pour une raison très simple, nous avons un ancêtre qui a eu une espèce de période extraordinaire après le mariage. Il y a beaucoup de mariages dans ma famille. Donc, il y a eu un mariage qui a apporté Yquem dans cette famille. Yquem, j'ai oublié de le dire, était le résultat d'un entêtement de civilisation, comme disent certains. Très bien, ça se colle très bien avec ça, ce problème. Yquem a été acheté contre des terrains à la barrière de Toulouse, et ces terrains, et Yquem était une petite propriété dans laquelle il y avait probablement les restes d'un château plus ou moins médiéval, mais enfin une forteresse. Et tout ça a été évidemment beaucoup transformé, et en particulier les sauvages d'Yquem ont manifestement se sont beaucoup investis, et en 6 générations ont fait le formidable parcellaire d'Yquem, qui est à la fois, qui n'est pas une unité homogène, et au contraire un ensemble, une diversité qui ferait de merveilleux vins. Chacune ferait de merveilleux vins. Mais l'ensemble est meilleur que les parties. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, ce qu'il y a, c'est que, quand même, vous avez fait 40 vendanges. Hein? À Yquem, pas tout à fait, parce qu'il y en a qui n'existent pas. Voilà, oui, bon. Donc, vous êtes le seul propriétaire en Sauternais qui avait vécu autant
sur un vignoble et assister à, disons, au moins 30 vendanges, certaines n'existant pas et certaines absolument magnifiques, comme 1976, hein, où vous avez le botrytis, c'est-à-dire ce champignon magique qui va donner la pourriture noble. Comme dit Pivot, un oxymore fantastique, pourriture noble. Vous voyez ? Donc évidemment, faire du vin avec du pourri, vous voyez, rien que ça vous interpelle. Hein ? Alors, et ça interpellait vos vignerons. Oui, oui. Effectivement, j'ai fait pas mal de millésimes, mais mon oncle en avait fait plus en réalité. Et au passage, il a été un des fondateurs avec son père, donc mon grand-père, ils ont été les fondateurs du Sauterne, dans ce sens que ils ont perçu. Alors, il faut revenir à cette grand-mère, Françoise Joséphine, qui a eu une option. Elle a senti que l'avenir, c'était de faire ces vendanges par tri successives et non pas des vendanges tardives. Les vendanges par tri successives, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'était certainement dans son esprit l'avenir. Et ensuite, eh bien, son petit-fils a pris directement. Elle a eu beaucoup de malheur. Son mari est mort, s'est tué à cheval. En tant que militaire, et ensuite son fils est mort jeune, et c'est son petit-fils qui a donné un essor fantastique à cette région et aussi dans les Landes. Et il y a eu ensuite une continuité, l'Ursalus. On n'a pas fait qu'hériter par mariage de ces sauvages d'Yquem, dont nous descendons. On a continué à maintenir cette espèce d'absurdité, parce que j'ai eu une visite un jour, je crois que je le raconte dans le bouquin, j'ai présenté plus exactement Yquem à une école célèbre, l'ESSEC, à Paris. Et les professeurs, les élèves m'ont beaucoup écouté, mais les professeurs m'ont dit, mais c'est un petit peu étonné ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait venir voir? Donc ils sont venus, puis ils m'ont dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions, parce que ce que vous faites est assez extraordinaire dans notre esprit. Alors j'aurais dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Il me dit, mais parce qu'on voudrait en faire un cas d'école. Alors j'étais un petit peu étonné de cette promotion, et en fait, ils m'ont expliqué que, en fait, la politique que nous suivions était exactement l'inverse de ce qu'ils préconisaient en tant que professeurs, que c'était anti-économique, en somme, apparemment anti-économique. Le fait est que c'est assez comment dire, dangereux. Un Américain auquel j'expliquais le processus m'avait regardé, me dit, mais you are the biggest gambler in the world. Donc, évidemment, c'est très souvent quand on a des visites, les gens sont étonnés, surtout en janvier, où ils voient la façon dont la taille est faite. Car on ne laisse que 2 ou 3 astres par pied, 2 ou 3 branches, et sur chaque astre, 2 yeux, simplement. Déjà, dès janvier, l'objectif, c'est une petite récolte. Non, pourquoi petite? C'est parce qu'elle va être mieux, on aura une meilleure maturité au moment des vendanges, et surtout au moment où apparaît ce petit champignon microscopique qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui est conçu comme un fléau dans tout vignoble qui se respecte. C'est le petit champignon qui détruit tout le monde végétal. Et nous allons le rechercher. Nous l'attendons avec une impatience fébrile, et nous allons le rechercher avec une petite armée de vendangeurs qui se plient à nos caprices, qui sont jamais que le reflet du temps. Chaque fois qu'il se met à pleuvoir, il faut arrêter les vendanges, il faut les reprendre quand le raisin a suffisamment séché. Il faut espérer un petit peu de vent du nord parce que c'est sec, de vent d'est parce qu'en plus c'est chaud et sec. Donc c'est extrêmement capricieux, et tout ça c'est donc le petit secret de ce terme.
Et un bon sauterne, c'est un sauterne qui reflète tous ces détails, toutes ces contraintes, ces extrêmes contraintes. Un véritable sacerdoce. Sacerdoce. C'est-à-dire un verre de vin de sauterne par pied de vigne. Vous voyez? Donc, les récoltes sont minimes, absolument minimes. Donc, un propriétaire comme Alexandre Georsas et d'autres propriétaires de Sauternais ont fait du mécénat toute leur vie. Alexandre, toute leur vie. Oui, à Fargue, on en fait beaucoup. Voilà. Hein. On en fait beaucoup avec l'optique, la politique de rechercher à imposer, je n'aime pas ce terme, mais à ce que ce vin soit reconnu comme ce qu'il est en train de faire, comme un des grands sauternes après Yquem. Le fait est que effectivement, le rendement, il est. Nous avons le droit, pour vous donner les éléments de comparaison, nous avons le droit de faire, de par la loi, 25 hectolitres à l'hectare. En pratique, on est très en dessous parce que le 25 hectolitres, c'est une limite. Quand j'étais à Yquem, j'avais repéré que c'était probablement un repère qui avait été pris dans le temps. C'était la vendange 1993, je crois, qui avait été tellement abondante que ça coïncidait avec 25 hectolitres à l'hectare. Dans les faits, on n'en récolte que 8 en moyenne. Alors 8 hectares, ça veut dire qu'on a eu tous les ennuis, j'allais dire tous les pépins, tous les ennuis qui peuvent frapper le vignoble. C'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on obtient, ce qui est un peu différent. Voilà, alors là, nous sommes en présence d'un vin qui a une beauté évidente. Hein, c'est le vin d'or. Hein, c'est le vin avec une allure majestueuse, royale, avec un goût très spécial et tout à fait ensorcelant, vous voyez, ensorcelant. Donc, ce goût dont les Américains raffolent. Je me souviens que vous racontiez souvent que quand Alexandre va faire des conférences aux États-Unis, devant des grands amateurs, des collectionneurs, des gens qui connaissent très bien des grands... qu'est-ce que c'est les grands Pétrus? Qu'est-ce que c'est les grands Margaux? Ils disent à Alexandre, mais le plus grand vin de Bordeaux, c'est pas ça, c'est Sauternes. Vous voyez? Donc, vous avez des gens qui sont assez évolués, en France aussi, qui pour penser que le leader des vins du monde, le plus beau vin qui soit, c'est le sien, et c'est Yquem, Fargue et quelques autres dans le Sauternais. Vous voyez? Donc, ce qui est paradoxal, c'est que vous subissez une crise de vente, une sorte de désamour, comme vous dites dans votre livre, qui n'a aucune justification en rien. Si le vin, c'est de l'excellence et de la volupté, hein, c'est quand même la base de tout, hein, le plaisir de boire et le désir d'en boire, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette solution de désamour et de gens qui n'en veulent pas, ne veulent pas goûter, et même des sommeliers qui n'en proposent jamais dès qu'on s'assoit à table, des sommeliers. Hein. Alors oui, Alexandre. il y a un désamour, c'est un cas d'école. Ce vin, il faut dire qu'il a été envié dans tous les pays du monde, il a été copié, ça a été l'objet de toutes sortes de procédures à une époque où on fabriquait littéralement du Sauterne. C'est un vin, c'est une appellation qui, après Bordeaux évidemment, c'est une des appellations les plus connues dans le monde entier, avec des déviations bien sûr, mais il y a quelque chose d'anormal. En plus, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise c'est mauvais. On pourrait imaginer, on peut à la rigueur avoir de temps en temps une bouteille bouchonnée, mais c'est tout. Le vin, il est intrinsèquement bon quand il est bien fait, quand il respecte toutes ses exigences. Et par conséquent, c'est un faux problème. Et je me suis demandé, et finalement, c'est un problème de transmission. Alors, bienvenue ce soir, merci d'être là. C'est un problème de transmission. Il faut que l'engrenage... Nous sommes un certain nombre de producteurs, pas très nombreux d'ailleurs, nous sommes moins de 200 sur 2200 hectares.
Et on rêve de cette réputation, de cette, comment dire, le héros, c'est Ikem, mais le fil est coupé, Internet est débranché. Pourquoi? Alors, je crois que nous avons syndicalement, il y a un syndicat qui est particulièrement en difficulté, puisque déjà, une partie des viticulteurs de Sauternes ont abandonné la production de Sauternes, donc ils font au mieux du vin blanc sec, et au pire, ils ne vendangent plus. Ils laissent tomber le métier parce que ils ont vraiment se sont heurtés avec le désespoir. Alors, c'est idiot et c'est triste. Il manque ce développement, cette transmission de la part des producteurs qui sont en principe les mieux placés pour parler de leur vin. Et puis ensuite, nous avons besoin de relais. Et il y a 2 relais auxquels je pense, c'est le négoce et c'est les médias. Et les uns et les autres, eux aussi, ne sont pas informés. Je me rends compte maintenant je me suis rendu compte en réfléchissant à ce livre, que nous n'avons rarement ou pratiquement jamais la visite de négociants ou de gens du négoce ou de collaborateurs du négoce. Comment peut-on vendre un vin qu'on ne touche pas du doigt? Enfin, que dans tous les métiers, on a envie de toucher. Si on fait du blé, bien on le touche, on en mange même. Il y a un besoin d'un contact presque charnel. Et les médias, bien sûr, on en voit arriver, mais qui fait des enquêtes et qui a abordé les problèmes que j'essaye d'aborder avec un petit peu de tact et de diplomatie. Inutile de choquer, mais le problème est là. Alors, je crois que, compte tenu de ce qu'est ce vin quand il est bon, c'est un faux problème et je suis très confiant dans l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Fargues, dont je vais peut-être, si vous me permettez, Nicolas, allez-y. C'est vous qui parlez. Alors, Fargues, c'est une propriété de 175 hectares, c'est-à-dire que pratiquement, elle est presque aussi grande qu'Yquem. Alors, elle est maintenant plus grande en surface. Elle est plus grande parce que nous avons eu l'occasion d'acheter 2 voisins, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Et donc, nous sommes devant une problématique qui est, en appliquant cette même politique, de progressivement arracher les vignes que nous avons achetées parce que nous ne les aimons pas comme un nouveau venu et nous avons besoin de les mettre à notre main. Donc, on va arracher ces vignes. Alors, ça va prendre du temps, bien sûr. On ne peut pas tout arracher. Il ne faut pas arracher tout en même temps parce qu'on serait en face de travaux gigantesques et en face d'une augmentation de production brutale. Il faut le faire les choses progressivement. Et donc, on va arracher, on va ensuite reposer le sol et ensuite le drainer quand c'est nécessaire. Et ensuite, eh bien, on va faire venir le pépiniériste, planter ce qu'on appelle des sous-dégreffés, c'est-à-dire qu'on ne fait plus le greffage nous-mêmes. Il est non pas mieux fait, mais fait avec plus de succès par le pépiniériste parce que c'est lui qui prend en charge les ratés. En faisant ça à Yquem, à l'époque où on le faisait maison, si je peux dire, eh bien, il y avait beaucoup de ratés et qu'il fallait replanter l'année d'après et encore l'année d'après, etc. Alors que là, on a 95% de succès. Donc, on va replanter tout ça, ça prendra 10 ans, et ensuite, les dernières parcelles qui ont été replantées demanderont à nouveau 10 ans pour produire un vin qui soit utilisable. Les premières années d'une plantation, on ne peut pas les utiliser. On attend la 6e feuille. C'est dans le décret d'application. Donc, ça prend du temps. Nous sommes une usine à temps. Il y a un petit bouquin de Michel Onfray que, grâce à Denis Mola, j'avais accueilli à Yquem et à Sauternes, d'ailleurs.
Et il en avait tiré un petit bouquin qui s'appelle les variations du temps, quelque chose comme ça, et qui est très intéressant parce qu'il fait évidemment des jeux de mots sur le temps de la météo et le temps qu'il faut. Et il nous faut du temps. Et on a toutes sortes de délais. Même dans la vendange, on regarde la vendange et on se dit, mais peut-être que demain, on pourrait y aller. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Vous voyez, l'attente qui est un élément très important de la réussite. Donc, Fargues, pour revenir à Fargues, c'est une vieille propriété, c'était un fief qui était secondairement viticole. En fait, Fargues a été dans une autre branche de la famille, et cette branche, je pense qu'elle avait moins d'élan que celle qui descend de Françoise-Joséphine, puisque Fargues faisait du vin rouge, et avec une certaine paresse, puisque ce vin rouge était mis à la disposition des autres propriétés Lursalus, qui étaient assez nombreuses à l'époque. Fargues fournissait du lait, fournissait du bois, fournissait toutes sortes de choses, et s'en trouvait bien. Et c'est mon oncle qui est parti à la guerre de 14, et légalement, je crois qu'il était mineur, et il était également en tutelle. Enfin, du fait que mineur, il était en tutelle, et son tuteur, c'était son père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'aîné de famille est mort prématurément et a légué son patrimoine à mon oncle Bertrand. Donc, il y avait un important patrimoine, et donc, le colonel ou commandant Eugène de Lursalus a dû prendre pas sa retraite, mais a rendu son tablier, il y a un terme plus militaire pour le dire, de façon à s'occuper du patrimoine de son fils. Sorti de la guerre de 14, le fils en question sort avec 2 barrettes, puisqu'il avait dû faire une école. Enfin bref, il était officier à la sortie de la guerre. Et il a dû dire à son père, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt du sauterne sur cette propriété, même s'il n'y a que 15 hectares de vignes? Et donc, on a commencé à replanter. Mais encore une fois, ça n'est pas le lendemain qu'on peut récolter. Et donc, il a fallu un long temps pour arriver, en fait, à une autre guerre. Et c'est avec le 43 qui a été mis en bouteille en 47, parce qu'il faut 3 ans de vieillissement avant de mettre en bouteille. Et nous sommes, au passage, les derniers à Sauternes à faire vieillir le vin aussi longtemps. Nous ne le mettons en bouteille qu'au bout de 3 ans, 30 mois en barrique. Il faudra que je revienne avec les histoires de barrique. Et 6 mois en bouteille. On surveille les bouteilles pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite, que le bouchon est bien en place, qu'il n'y a pas de petits papillons ou de je ne sais quoi, de mouches qui seraient introduits dans le vin. Donc, c'est à partir de cet oncle que Fargues redevient un producteur. On met en bouteille au bout de très longtemps après, mais il avait mis un bel emballage, enfin je veux dire une belle étiquette, une belle capsule, ce qui m'a laissé penser, parce que je n'ai pas beaucoup à échanger sur Fargues avec lui, on avait beaucoup parlé d'Yquem mais pas de Fargues, et au fond il y tenait et il considérait, ce qui est tout à fait mon avis, c'est qu'un grand sauterne, il n'y a pas que le classement qui joue, et Fargues n'est pas classé en 1855, classement qui a une célébrité et qui paraît tout à fait intangible. Bon, très bien. Mais nous sommes très bien sans classement. On se sent une espèce de liberté. Voilà pour Fargues. Oui. Surtout que depuis que vous êtes là, c'est-à-dire depuis 2004, oui, vous avez beaucoup travaillé. Mais j'y étais avant. Oui, je sais bien. Voilà, mais là, que vous êtes replié à 100% de votre temps, vous dites « mon bureau, c'est là ».
Ma vie, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important que le propriétaire, tous les matins, regarde ce qui se passe dans le vignoble. Hein, Oui. et ce que fait Oui. M. Amirault. Hein. Il faut le caresser du regard. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le problème principal des vins de liqueur, comme ça, des vins de beauté esthétique et dorés, est-ce que le problème, c'est avec quoi les sert-on? Voilà. Hein? Alors, Donc, c'est encore un faux problème. On en est arrivé là, dans tous les pays d'ailleurs, à le boire sur du foie gras à Noël et à la rigueur sur le dessert. Et le foie gras, d'accord, Noël, bon, bien sûr, mais il y a aussi d'autres semaines dans l'année. Et puis le dessert, alors non, je suis c'est le contre sucre les sur le desserts. sucre, oui. Pardon? C'est le sucre sur le C'est un sucre. combat de sucre. Oui, combat de C'est sucre. un Oui. combat de sucre et il y a 3 perdants, le pâtissier, le dessert et le gastronome qui veut allier les deux. C'est pas du tout sa place. Alors que c'est très simple, là aussi, c'est très simple. Tout ce qui est fruits de mer, ça va très bien. Avec les huîtres, alors les gens très raffinés me disent oui, mais telle espèce d'huître, ça va pas. Très bien, allons-y. Et il y a des quantités le homard, bien sûr, les coquilles Saint-Jacques. Les poissons, oui. Les coquilles Saint-Jacques avec un légume amer. Des brocolis? Non, oh non. Non, il y a... Enfin bon, le nom m'échappe. Et enfin, tout ce qui est de fruits de mer. Ensuite, tout ce qui est volaille. Tous les grands poissons. Les grands poissons, en sauce en général. Une simple sole, de sole meunière. La volaille. Le poulet rôti. Le poulet rôti, le poulet rôti du dimanche. Alors, pas la viande rouge. Ça, je suis bien d'accord avec cet ostracisme. Après, ensuite, les fromages. Les fromages bleus en particulier. Oui, bleus, oui. Et puis, il y a un livre qui était pas mal fait par un Américain sur Ikem, qui a 2 choses. Alors, le texte est très bon. Je l'avais aidé à fouiller les archives pour avoir des choses un peu précises. Et il avait préconisé pour le dessert le blanc-manger, qui est une vieille recette. Bien, oui. Et le blanc-manger, c'est très neutre, ça n'a pas besoin de sucre, ça va très bien. Enfin, c'est pas merveilleux, mais c'est bien. Et alors les autres bonnes pages, je vous les recommande, c'est la préface. À l'époque, Flammarion voulait faire un livre sur Ikem qui n'existait pas et m'avait demandé, donc on a fait pendant 2 ans le travail de réunir la documentation. Et puis, un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Flammarion disant « Mais on n'a pas parlé de la préface. Est-ce que vous n'avez pas une préface un ami écrivain ?» Et j'ai eu un blanc et au bout d'un mois, on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de Frédéric Dard ?» Je dis « Non, des romans de gare, non, c'est l'Ikem. C'est la plus belle page que je connaisse sur le vin. » C'est un délice. D'ailleurs, il parle de délice, il parle de lumière bue. De lumière bue. Il dit à la dégustation, enfin mon palais mérite son nom. Oui, très bien. Il a 2 pages sublimes pour évoquer par des mots la jouissance, la joie d'une dégustation. Et je sais qu'il avait toujours une bouteille d'Ikem à proximité pour le cas où un ami viendrait dans l'après-midi. Donc, c'était un amateur. Éclairé. Il voulait Ikem 21. Une fois, j'avais été chez vous, il me disait « Nicolas, est-ce que tu pourrais me faire avoir de l'Ikem 21 ?» Alors ça, c'était dans les ventes aux enchères uniquement. Oui. À des prix canons. Oui. Des prix canons. Frédéric était paradin, mais aller en vente aux enchères, il ne faisait pas ça. Il fallait qu'on lui apporte. Voilà. C'est vrai, très grand dégustateur. Très grand. Ouais. Mais en fait, maintenant, ce que vous êtes réussi à faire à FAG, c'est à faire admettre le vin dans des tables prestigieuses, je pense au Georges V, où vous avez des sommeliers, là, vrai, des défenseurs, Bommard, oui. Qui
qui fait des plats, qui commande au chef Le Scaire des plats qui vont avec votre vin, hein, avec la liqueur, avec l'élégance. Éric Baumard, il me fait penser, quand je discute avec lui, c'est un Breton, et il a la même exigence, le même sens de l'exigence que son chef, Le Scaire, qui est aussi breton. Et tous les deux, ils ont quelque chose à faire avec la vérité. Il leur faut l'authenticité. Il faut qu'ils sentent, qu'ils pressentent la vérité d'un vin. Et ça, c'est quelque chose qui m'enchante. Oui. Alors, il y a des pays, je veux dire, des continents comme l'Asie, où il y a une cuisine adaptée qui peut très bien s'accorder avec ce vin d'or, hein, très bien. Hein. Sans parler du canard laqué comme le Japon. Et du cochon, comment ça s'appelle, le pig, le Beijing pig. Ah oui, oui. C'est une espèce de c'est le canard pékinois. Oui. Le canard de Pékin. Le canard de Pékin et le cochon, comment ça s'appelle, Beijing pig, je crois. Il y a une espèce de caramel sur la croûte, c'est merveilleux. Ah oui, c'est ça, oui. C'est caramélisé, oui, bien caramélisé. sûr. Oui. Mais en fait, ce qui se passe sur les gens du public et des connaisseurs, c'est l'Yquem ne vient pas comme un premier réflexe. Ce soir, on va sortir une bouteille d'Yquem parce qu'on a une pintade au foie gras, qui irait très bien d'ailleurs. Bon, bref. Donc, c'est ça le souci du dégustateur, de l'amateur, c'est de prévoir dans sa tête, ou 2 jours avant, ça, c'est pour la bouteille de Fargue 2007. Vous voyez, je pense que c'est ce réflexe qui est le vrai réflexe de l'amateur. C'est-à-dire, il va dans la cave pour ça. Et il y a un plat qui va avec. Ça, c'est le réflexe de l'amateur. Ça, c'est quelque chose qu'Éric Baumard va comprendre, comme tous les grands sommeliers. Tout de suite, c'est qu'un repas, il faut presque faire l'inverse. Il faut dire autour de cette bouteille. Je voudrais essayer de lancer cette mode, de dire, eh bien, vous voulez faire un repas exceptionnel, pas qu'on ne fait pas tous les jours, n'est-ce pas, eh bien, prenez une bouteille d'un grand sauterne et construisez le repas autour. Je vous ai donné toutes les connivences. Hein, c'est bien sûr le foie gras, si vous voulez. On fait tout un repas, sauf le dessert. Oui, voilà, très juste. Mais quand même, son caractère de vin d'exception, voyez, est en contradiction avec le Bordeaux rouge. Oui, ceci dit, pardon de vous couper, si on suit Frédéric Dard jusqu'au bout, dit d'ailleurs, manger quelque chose avec ce vin, c'est une hérésie. Il faut le boire tout seul. La rigueur. Oui, c'est vrai, la bouteille est là. Et voilà. Ah, si on a un peu de... Quand même, il faut tétiller le palais. Hein, le palais, hein. Donc, en fait, je me souviens que Philippe de Rothschild, à Mouton Rothschild, il dit, le Bordeaux, c'est rouge. Il dit ça pourquoi? D'abord parce qu'il y a 4 bouteilles de Mouton Rothschild qu'on va boire, mais il dit ça parce que sa femme Pauline Potter est américaine et qu'elle a le goût de ça. Elle a le goût de vos vins. Elle a le goût des grands sauternes. Et il fait servir votre sauterne en paillettes, en sorbet, en paillettes. Oui. Vous voyez? Donc, le vin est complètement dénaturé, et elle dit rien d'ailleurs, parce que c'était une femme sublime. Donc elle dit rien, mais en fait après, le maître d'hôtel lui sert ce qui reste. Oui. Alors un jour, je me suis permis de dire à sa fille que quand j'étais enrhumé, je prenais toujours du vin chaud, et c'était avec un peu de cannelle. Oui, très bien. Très bien. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, si vous avez des questions à poser, Alexandre de Lursalus, il est là pour vous renseigner, et pour vous raconter des épisodes de sa vie. Donc, je vous raconte, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des années où il n'y a pas de vin, Alexandre, vous l'avez dit, 72, 74, hein, et 2012, un truc comme ça, dans les années 2000, oui, 2012, pas de vin, vous voyez. Donc, vendange, néant, vous voyez. Oui, ça, c'est la contrainte extrême qu'il faut accepter. Si on veut faire un grand sauterne, il faut accepter d'échouer parce que c'est pas un échec du responsable de culture, c'est un échec de la météo. Il y a des années où la pluie est insistante. Il y avait un très bon
un très bon CD. Je crois qu'il se trouve encore en vente. C'était les 4 saisons d'Ikem. Oui. Pendant la saison 2000, il y a Jean-Paul eu... Joe. C'est C'est un Jean-Paul film. Joe, Jean-Paul Joe, oui. Très bon film. On voit la pluie tomber, et les vendangeurs avec des imperméables. Un des vendangeurs, Frédéric, qui marmonne, c'est la tombe, c'est la tristesse. On a travaillé une année pour rien. Je dois dire que j'aime bien évoquer ce problème des vendangeurs et du personnel. D'abord parce qu'ils investissent une fierté qui est une partie comment dire, de l'entreprise qu'est Ikem ou Farg. C'est vraiment cette fierté qui nous touche beaucoup et qui est un élément très important. Et donc ils vivent aussi avec la vigne. C'est un élément avec cette curiosité des vendangeurs qui viennent avec plaisir, Ils savent ce qu'ils font quand même. ils savent que c'est ce qu'ils font. La première année, c'est un peu balbutiant. Mais alors, dans ce cas-là, on organise dans un rang, de l'autre côté du rang, mais de l'autre côté du même pied de vigne, mais dans l'autre rang, on met quelqu'un de la propriété, Dominique, Benoît ou Romain, et avec le vendange étranger, de façon à lui dire non, mais là ne prends pas, non, là laisse-le, ça sera pour une autre fois. La prochaine tri, ça aura probablement évolué. Donc il y a une espèce de pédagogie qui se fait en interne. Tout ça, c'est excessivement important. C'est vraiment l'ambiance. En fait, ce que vous essayez de faire avec Farg, c'est redonner au public connaisseur le goût de ce vin. Oui, mais il faut et le vraiment, désir de le boire. Mais je crois qu'il faut marteler un certain nombre de choses, dire que c'est bon, que c'est délicieux, que c'est quelque chose dont on ne se lasse pas. Un grand sauterne, c'est vraiment, on ne s'en lasse pas. Vous voyez des gens pleurer. Oui, pleurer j'ai vu des gens pleurer, des gens devenir mystiques. J'ai un jour vu un espèce de mendigo dans le couloir d'Ikem. Je me suis approché parce que je voulais filer à l'anglaise, mais ça m'intriguait parce que qu'est-ce que faisait ce mendiant qui discutait avec des collaborateurs. Et je me suis aperçu que c'était un moine, enfin un petit gris, la catégorie des moines qu'on appelle des petits gris. Et il tenait à la main une bouteille à moitié vide. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Et il me dit, d'abord très, très enthousiaste d'être là, et il me dit, on m'a donné pour mon anniversaire une bouteille d'Ikem 84. Et c'est somptueux, c'est un merveilleux cadeau. Mais vous comprenez, j'ai déjà dit un certain nombre de messes, donc elle est à moitié vide, et je voudrais que vous mettiez le reste dans des petits flacons, et comme ça, je pourrais continuer la semaine. Enfin, je lui dis, mais c'est un désastre œnologique. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais il n'y a rien à faire. Le côté mystique de l'affaire tenait le haut de la barre. Et donc, j'ai demandé à Sandrine de trouver ces petits flacons avec lesquels on fait des échanges pour avoir des analyses avec les laboratoires d'analyse. Et il est reparti, très content, avec sa rangée de petits flacons contenant un Ikem complètement oxydé. Est-ce que vous ne pensez pas que le goût et le désir d'Ikem et cette préférence de certains gastronomes ou certains connaisseurs, et c'est le summum de l'art du vin. Hein, on peut dire que c'est le summum de l'art du vin, parce que d'abord le sacerdoce, la difficulté, l'angoisse, savoir si le céron va vous donner les brumes et le soleil va créer le Botrytis cinerea. Bon, tout ça, c'est une entreprise quasi mystique et de difficulté phénoménale. Hein. Donc
ça, si on sait ça, vous voyez, si on l'a appris, ou Oui, on l'a déjà. lu, ou un sommelier vous l'a raconté, ça favorise le goût, vous voyez. Ça Voilà. favorise le désir d'Yquem. Ça favorise le désir de boire votre vin. Au En moins plus, la curiosité. Pourquoi, oui, pourquoi font-ils quelque chose d'aussi stupide, n'est-ce pas, récolter des fruits pourris? D'ailleurs, c'est important que les vendangeurs, vraiment complètement novices, on leur dise, vous savez, c'est comme ça, mais on fait du vin avec. Parce qu'on en a vu qui partaient en disant, nous, on en a assez de récolter des fruits pourris. C'est- oui, On a même eu une petite altercation avec des gens du voyage qui prenaient des raisins et les gens de la propriété leur ont dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils dit, oh ben on les ramasse, vous les laissez pourrir. voilà. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour un amateur et un chroniqueur comme moi, ce que vous avez réussi à faire, c'est de repositionner le vin au stade parallèle à Yquem. Hein. C'est le jumeau d'Yquem, je le disais bien. Et vous avez des notes à la Revue du Vin de France qui sont comparables à celles d'Yquem. Comparables. Oui, oui, alors oui. que Yquem pouvait penser que c'était une inaccessible étoile, comme dirait Jacques Brel. Oui. Vous voyez, là, je lis que Fargue est comparable au plus grand Sauterne. Vous voyez, tous les millésimes à la vente sont remarquables. Il y a une magnifique régularité et le 2003 reçoit un coup de cœur, c'est splendide de raffinement et de beauté. Vous voyez, quand même, c'est vous qui avez fait ça, vous voyez. Donc c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est quand même le terroir, vous l'avez servi et il vous a servi. Oui, oui, oui. Il vous a servi. Hein, vous la Ah oui, connaissez. oui, il y a une Et donc, notion de terroir. il y a cet échange que vous avez réussi, en fait. Oui, oui. Il y a un terroir, mais il y a aussi un mot bourguignon, un climat. Il y a un climat qui favorise ce phénomène paradoxal de la pourriture noble, mais ça induit de telles contraintes que on ne peut pas croire que ce soit viable. Mais je sais que ça peut être viable parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent quelque chose. Nous recevons quelquefois des visites nous avons eu des visites à Fargue de gens avec des vieilles voitures, vous savez, des voitures de collection. Et ils les aiment, leurs voitures, etc. Récemment, j'ai eu la visite de gens de l'horlogerie. L'horlogerie, les horlogers ont des fanatiques qui veulent avoir des montres. Mouvement. Il y a les mouvements. Et alors, j'aurais dit, mais pourquoi j'ai été provocant, j'aurais dit, mais une montre à quartz, ça vous donne l'heure exacte. Il dit, mais non, vous comprenez, ces mouvements, rendez-vous compte, une vis, j'ai vu un horloger qui fabriquait une vis de 1,5 millimètre de hauteur, enfin, il fabriquait une vis, donc c'était avec un microscope pratiquement. Donc ces métiers d'artisanat, en définitive, auxquels s'ajoute un humanisme, parce qu'une montre, bien entendu, il y a un décor, il y a tout un monde avec une montre. Donc c'est cet artisanat qui, dans le cas particulier, subit une éclipse. Je pense qu'il y aura des survivants à Sauterne. Je le souhaite parce que c'est vraiment un monument dont il faut connaître toute la dimension, qu'il faut du moins apprécier la dimension morale, culturelle et gustative. Bien sûr, c'est le goût. Sublimation du goût, disait le professeur Pénaud. Voilà. Sublimation du goût. Voilà.